Ma mère me met dehors à Nôle alors que je paie tout. Le lendemain, je pars en silence. Demain, ils sauront. Je suis assise dans la voiture et je regarde la maison de ma mère. Les portes sont fermées, les rideaux tirés, aucun mouvement. Sur la banquette arrière, 2 valises et plusieurs sacs contenant mes affaires. Tout ce que j'ai pu rassembler en une nuit. Le moteur est éteint, il fait froid dans l'habitacle, mais je ne suis pas pressée de démarrer. Je reste simplement assise et je regarde cette vieille maison jaune dans laquelle j'ai passé la dernière année de ma vie. Hier soir, à table, pendant le repas de Noël, ma mère a pris un morceau de dinde, l'a mâché, l'a avalé et m'a dit: Tu dois partir. Tout simplement. Sans prévenir, sans préambule, juste: Tu dois partir. J'ai posé ma fourchette sur mon assiette, essuyé mes lèvres avec une serviette et répondu tout aussi calmement: Vraiment, je paie mon loyer, mes factures et mes courses. Maman n'a rien répondu. Elle a pris un verre d'eau, a bu une gorgée, puis l'a reposé. Vive, ma petite sœur, était assise en face de moi et fixait son assiette. Elle ne disait rien. J'attendais. Je pensais que maman allait s'expliquer, qu'elle allait dire qu'elle plaisantait, ou qu'elle était de mauvaise humeur, ou qu'elle avait besoin d'être seule, quelque chose, mais elle a simplement continué à découper la dinde, à mettre des morceaux dans sa bouche et à mâcher. Vive n'a pas levé les yeux. Je me suis levée de table et je suis allée dans ma chambre. J'ai fermé la porte et je me suis assise sur mon lit. Mon cœur battait la chamade, non pas à cause de l'offense ou de la douleur, mais à cause d'une stupéfaction sourde. C'était notre premier réveillon de Noël ensemble depuis de nombreuses années. J'avais acheté une dinde, des pommes de terre, de la sauce, tout préparé, mis la table, j'avais même préparé des cadeaux pour eux deux. Et maman, sans même finir son dîner, m'a dit de partir. Je me suis allongée sur le lit et j'ai regardé le plafond. J'attendais que ma mère frappe à la porte, entrer, dire que c'était une mauvaise blague, mais elle n'est pas venue. Vive non plus. Vers minuit, je me suis levée, j'ai sorti les valises du placard et j'ai commencé à faire mes bagages. Des vêtements, des chaussures, des documents, des cosmétiques, pas toutes mes affaires, seulement le strict nécessaire. Je ne voulais pas de bruit, je ne voulais pas de scène. Je faisais simplement mes valises en pensant demain matin je partirai, sans dire au revoir, sans donner d'explication, tout comme elle m'a dit de partir, sans donner d'explication. Il est maintenant 9 heures du matin, le 26 décembre. Je regarde la fenêtre de la cuisine où la lumière était allumée hier, où se trouvait la table de Noël, où maman était assise et mangeait de la dinde sans me regarder. Il fait sombre maintenant, elle doit encore dormir, ou peut-être qu'elle ne dort pas, mais qu'elle est simplement allongée dans son lit et attend que je parte. Je sors mon téléphone. Le dernier message de ma mère date d'il y a une semaine. Achète du lait. Rien, pas de merci, pas de s'il te plaît, juste achète du lait. Je l'ai acheté, comme j'ai tout acheté l'année dernière. Du lait, du pain, des produits alimentaires. Je payais les factures, le loyer de cette maison. Parce qu'il y a un an, quand je n'avais nulle part où aller, ma mère m'a dit: Viens vivre chez nous, temporairement. J'ai déménagé et j'ai commencé à tout payer, temporairement. Un an, c'est temporaire. Il y a un an, je vivais avec mon petit ami Colton. Nous louions un appartement à deux, partagions toutes les dépenses à parts égales, prévoyons d'économiser pour acheter notre propre logement. Tout était stable, prévisible, normal, jusqu'au matin où Colton est parti travailler et n'est pas revenu. Il n'est tout simplement pas revenu. Le soir, je l'ai appelé, mais son téléphone était éteint. Je lui ai envoyé un message, mais il ne l'a pas lu. Le lendemain, même chose. Une semaine plus tard, j'ai compris, il avait disparu. Il avait simplement disparu de ma vie, sans explication, sans adieu, sans rien. Je ne pouvais pas payer l'appartement toute seule. Mon salaire de directrice de banque couvrait la majeure partie du loyer, mais pas la totalité. J'ai essayé de trouver un colocataire, mais je n'ai pas eu le temps. Le propriétaire n'a pas voulu attendre. J'ai dû déménager. J'ai appelé ma mère et lui ai expliqué la situation. Elle m'a dit: Viens vivre chez nous, Viv et moi avons une chambre libre, temporairement jusqu'à ce que tu te remettes sur pied. J'ai déménagé, j'ai remercié, j'ai commencé à payer le loyer, les charges, les courses. Ma mère et Viv ne s'y sont pas opposées. Au contraire, cela semblait leur convenir. Ma mère travaillait comme assistante dentaire. Son salaire était modeste. Après l'université, Viv n'arrivait pas à trouver un travail qui lui plaisait. Elle a essayé un café, puis un magasin de vêtements, puis un centre d'appel. Rien ne lui convenait. Au bout de quelques mois, elle a complètement abandonné ses recherches et a déclaré qu'elle cherchait sa voie. Je ne discutais pas. Je payais tout et continuais à vivre. Un an a passé, je me suis habituée à vivre chez ma mère, à payer pour tout, à ce que Viv passe ses journées à la maison à dessiner dans son carnet, appelant cela une recherche créative. Je me suis habituée au fait que ma mère me remercie rarement, me demande rarement comment je vais, mais me rappelle toujours quand il faut faire les courses ou payer les factures. Je me suis habituée. Je pensais que cela durerait jusqu'à ce que j'ai économisé assez pour acheter mon propre logement. Encore quelques mois, peut-être un an, puis je partirai et tout reviendrait à la normale. Mais hier, ma mère m'a dit de partir, sans prévenir, sans raison, elle l'a juste dit. Je démarre le moteur, la voiture vrombit, le chauffage se met en marche. Dehors, il fait déjà jour, mais le ciel est gris et sombre. Il n'y a pas de neige, mais il fait froid. Je regarde la maison une dernière fois, je me dis: peut-être qu'elle va sortir, elle dira que c'était une erreur, elle me demandera de rester. Mais la porte ne s'ouvre pas, personne ne sort. Je passe la première et je pars. La route est vide, il y a peu de voitures. Tout le monde fait la fête chez soi. Je roule lentement sans me presser, je ne sais pas où aller. Je n'ai pas d'appartement, pas d'amis chez qui je pourrais passer quelques jours. Je n'ai que mon travail et l'argent sur mon compte, assez pour louer quelque chose de bon marché pour un mois, peut-être deux.
Ensuite, il faudra réfléchir à la suite. Je roule dans les rues que je connais par cœur, devant les maisons, devant le parc, devant le magasin où j'ai acheté hier une dinde pour le repas de Noël. Je repense à la façon dont j'ai préparé ce repas avec soin, à quel point je voulais que tout soit parfait, à quel point j'espérais que nous passerions enfin une soirée ensemble, en famille, sans tension, sans silence. Comment maman était assise à table et mangeait de la dinde sans me regarder. Comment Vive était silencieuse. Pourquoi maintenant? Pourquoi à Noël? Qu'est-ce qui a changé? Je m'arrête au feu rouge, je regarde le feu et je comprends soudain, je ne suis pas en colère, je ne suis pas vexée, je ne suis pas triste, je suis juste surprise parce que je ne comprends pas. Pendant un an, j'ai tout payé. Pendant un an, j'ai vécu là-bas sans créer de problème, sans provoquer de disputes, simplement en cohabitant avec eux. Et soudain, ma mère me dit de partir, sans raison, sans explication. Le feu passe au vert. Je continue ma route et j'arrive bientôt à un petit motel à la périphérie de la ville. Bon marché, mais propre. Je me gare, prends mes valises et entre dans la réception. L'administratrice, une femme âgée aux cheveux gris, me sourit. Bonjour, vous avez une chambre? Je hoche la tête. Pour quelques jours, le temps de trouver un appartement. Elle hoche la tête sans poser de questions. Elle me donne la clé et me montre où se trouve la chambre. J'entre dans une petite pièce avec un lit, une table et une vieille télévision. Je pose mes valises par terre et m'assois sur le lit. Je regarde par la fenêtre. Dehors, le temps est gris, le parking est vide, la route est dégagée. Le téléphone sonne à nouveau. C'est maman, je regarde l'écran et je me dis, que veut-elle dire? S'excuser, expliquer? Je décroche. Oui. Lily, dit ma mère d'une voix tendue. Où es-tu? Je suis partie, comme tu l'avais demandé. Pause. J'entends sa respiration. Je ne pensais pas que tu partirais si vite. Je reste silencieuse. J'attends, je veux entendre une explication, n'importe laquelle. Lily, j'ai besoin de temps, tu comprends? Juste du temps. Du temps pourquoi? Nouvelle pause, longue. Pour des affaires personnelles, j'ai besoin de régler quelque chose. Toute seule, je serre le téléphone. Des affaires personnelles, réglées toute seule. Pendant un an, j'ai payé pour sa vie, pour sa maison, pour ses factures. Et maintenant, elle me dit qu'elle a besoin de temps pour des affaires personnelles. Maman, j'ai tout payé pendant un an, tu as vécu là pendant un an, tu ne peux pas simplement me dire pars sans m'expliquer pourquoi. Je peux, répond ma mère d'une voix froide. C'est ma maison, Lily, c'est moi qui décide qui y vit. Je reste silencieuse, je ne sais pas quoi dire. Elle a raison, c'est sa maison, mais j'ai payé, tout. D'accord, dis-je enfin. Alors dis-moi au moins une chose, est-ce définitif ou temporaire? Pause, je l'entends soupirer. Je ne sais pas, Lily, je ne sais pas. Elle raccroche. Je reste assise, le téléphone à la main, les yeux fixés sur l'écran. Je ne sais pas, c'est tout ce qu'elle a dit. Je ne sais pas. Je jette le téléphone sur le lit et m'allonge. Je regarde le plafond. Je pense, qu'est-ce que cela signifie? Du temps pour mes affaires personnelles, me débrouiller toute seule, que cache-t-elle? Je n'ai pas de réponse, mais maintenant je sais une chose avec certitude. Il se passe quelque chose dont ma mère ne veut pas parler et je vais découvrir quoi. La première semaine au motel passe comme dans un brouillard. Je me réveille, je vais au travail, je rentre, je me couche. Entre-temps, je cherche un appartement, quelque chose de bon marché pour avoir assez d'argent pour au moins quelques mois. Je regarde les annonces sur Internet, j'appelle, je vais visiter. Tout est soit trop cher, soit en mauvais état, soit dans des quartiers où il vaut mieux ne pas se rendre le soir. Au travail, j'essaie de rester comme d'habitude, calme, professionnel. Je traite les demandes de crédit, je communique avec les clients, je fais des rapports. Mais Marlo, ma collègue de la comptabilité, remarque que quelque chose ne va pas. Elle a 14 ans de plus que moi, elle est divorcée et élève seule ses deux enfants. Elle a ce regard que les mères ont et qui voit tout. Jeudi, pendant la pause déjeuner, elle s'assoit à côté de moi dans la cafétéria de la banque. Tu as l'air mal en point, me dit-elle en posant son plateau en face de moi. Merci, répondis-je en remuant mon café. De rien, sérieusement, Lily, que s'est-il passé? J'hésite, je n'aime pas parler de ma vie privée au travail, mais Marlo insiste, elle attend. Ma mère m'a demandé de partir, dis-je finalement. Pour Noël, elle m'a juste dit tu dois partir. Marlo hausse les sourcils. Pourquoi? Je ne sais pas, elle a dit qu'elle avait besoin de temps pour des raisons personnelles. Et combien de temps as-tu vécu là-bas? Un an. Et tu payais tout toi-même? Tout. Le loyer, les charges, la nourriture. Marlo reste silencieuse, me regarde, puis il secoue la tête. Il y a quelque chose qui cloche. Je pense aussi, dis-je, mais je ne sais pas quoi. Tu l'as contactée? Elle ne répond pas au téléphone. Une fois, elle a décroché et m'a dit qu'elle avait besoin de temps, rien d'autre. Marlo prend une bouchée de son sandwich, mâche, réfléchit. Et ta sœur, elle vit là-bas aussi, non? Vive, elle a 23 ans, elle ne répond pas non plus à mes messages, elle les lit mais ne dit rien. C'est bizarre, dit Marlo, très bizarre. Peut-être que quelque chose est arrivé à ta mère? Je hausse les épaules. Je ne sais pas, peut-être, mais cette idée me trotte dans la tête. Quelqu'un est-il apparu? Maman n'a parlé d'aucun homme ces dernières années. Après le départ de papa, elle a complètement cessé de parler de sa vie privée. Elle travaillait, s'occupait de Vive et moi, et c'était tout. Pas de rendez-vous, pas de conversation sur quelqu'un. Rien. Mais et si Marlo avait raison? Le lendemain, vendredi, en sortant de la banque après le travail, je tombe par hasard sur Joan. Elle est une amie de maman depuis l'époque où j'étais adolescente. Elle travaille dans une agence de voyage en face de la banque. Joanne a toujours été bavarde, elle était toujours au courant de toutes les nouvelles et rumeurs. Lily, m'appelle-t-elle en me faisant signe de la main. Comme tu as grandi. Je souris à travers mes dents. Bonjour Joanne, j'ai entendu dire que tu avais emménagé avec ton petit ami, dit-elle joyeusement.
Cheryl était si fière quand elle m'en a parlé, elle m'a dit que tu avais enfin trouvé l'amour, je reste figée. Quoi? Eh bien, ton petit ami. Cheryl m'a dit que tu avais emménagé chez lui pour Noël. Je suis tellement heureuse pour toi, je reste silencieuse. Je n'ai pas de petit ami, maman a menti à Johan. Pourquoi? Oui, dis-je enfin. Merci. Johan sourit encore plus largement, dit quelque chose sur le temps qui passe vite et continue son chemin. Je reste là, mon sac à la main, et je me demande pourquoi maman a-t-elle menti. Samedi, je vais au supermarché pour faire des courses. Je fais la queue à la caisse quand quelqu'un me touche l'épaule. Je me retourne, c'est Catherine, une autre connaissance de ma mère. Elles font du yoga ensemble. Bonjour Lily, dit-elle. Comment ça va? Bien, réponds-je. Et toi? Pas mal. Au fait, comment va ta mère? Je ne l'ai pas vue depuis longtemps. Elle a arrêté le yoga il y a quelques semaines. Tout va bien? Je ne sais pas quoi répondre. Oui, tout va bien. Elle est probablement juste très occupée. Et Vive, je ne la vois pas beaucoup ces derniers temps non plus. Vive travaille, dis-je. Elle a un emploi maintenant. Catherine hausse les sourcils, surprise. Vraiment, quelle bonne nouvelle. Où travaille-t-elle? Dans un hôtel, dis-je, bien que je l'ai appris par hasard par un collègue. Catherine sourit, dit quelque chose à propos du fait que Vive grandit enfin, puis se dirige vers sa caisse. Je reste là, mon panier à la main, et je pense, maman ne va pas au yoga, Vive travaille dans un hôtel, pourquoi ne me disent-elles rien? Le soir, j'écris à Vive. J'ai entendu dire que tu travaillais dans un hôtel. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Le message est lu en quelques minutes, mais je n'ai pas de réponse. J'attends 1 heure, 2 heures, rien. Je l'appelle, elle raccroche. J'écris à maman. Pourquoi mens-tu aux gens à mon sujet? Également lu. Toujours pas de réponse. Je jette mon téléphone sur le lit et m'assois, les bras autour des genoux. Que se passe-t-il? Pourquoi m'évitent-elles toutes les deux? Que cachent-elles? Une semaine passe, je trouve un petit studio dans un vieil immeuble, bon marché mais acceptable. Je signe le bail et quitte le motel. Je déballe mes affaires, range tout. J'essaie de m'habituer à ce nouvel espace, au silence, à la solitude. Au travail, Marlowe me demande s'il y a du nouveau. Je réponds que non. Elle hoche la tête, n'insiste pas. Mais je vois de la compassion dans ses yeux. Une autre semaine passe. Je m'habitue à mon nouveau rythme. Le travail, le studio, le sommeil. Parfois, je regarde la télévision, je lis un livre, j'essaie de ne pas penser à ma mère et à Vive. Mais les pensées reviennent quand même. Pourquoi? Que s'est-il passé? Pourquoi reste-t-il silencieux? Mercredi soir, en sortant de la banque après le travail, je me dirige vers le parking et aperçois soudain un visage familier. Mon cœur se serre, Colton, il se tient près du café de l'autre côté de la rue, tenant une femme par la main. À côté d'eux, une poussette avec un petit enfant. Ils rient, ils ont l'air heureux, comme une famille parfaite dans une publicité. Je reste figée sur place, je ne peux plus bouger, je reste là à les regarder. Colton est toujours le même, grand, brun, avec le même sourire. La femme à ses côtés est plus jeune que moi, blonde, vêtue d'une veste colorée. Le bébé dans la poussette dort, emmitouflé dans une couverture. Colton tourne la tête et me voit, son sourire disparaît. Il pâlit, la femme remarque sa réaction, me regarde, elle comprend, son visage se fige, elle se penche vers Colton, lui chuchote quelque chose, prend la poussette et entre dans le café. Elle nous laisse seuls, Colton reste immobile quelques secondes, puis s'approche lentement de moi. Je ne bouge pas, j'attends simplement. Lily, dit-il doucement en s'arrêtant à quelques pas de moi. Je reste silencieuse, je le regarde. Je suis désolée, dit-il, j'aurais dû te le dire. Te dire quoi? Demandai-je calmement. Il baisse les yeux. À propos d'Amber, à propos du bébé, à propos de tout, j'attends. Il soupire, lève les yeux. Il y a un an, Amber m'a écrit, elle m'a dit qu'elle était enceinte, 2 mois. Nous nous étions séparés 6 mois auparavant, mais l'enfant était de moi. Elle a fait un test, me l'a montré. Je ne savais pas quoi faire. J'étais perdue, j'avais peur. Je l'écoute en silence, il continue. Amber a dit qu'elle allait garder l'enfant, qu'elle voulait que je sois à ses côtés. J'ai pensé à toi, à nous, à notre vie, mais l'enfant, je ne pouvais pas simplement détourner le regard. J'ai décidé que je devais rester avec Amber, pour l'enfant. Et donc tu as simplement disparu, dis-je. Sans un mot, sans explication. J'avais peur, dit-il doucement. Peur de ne pas pouvoir te dire la vérité. Peur de ne pas pouvoir partir si je te voyais. Alors j'ai simplement disparu. Je le regarde et je comprends soudain, cet homme avec qui j'ai vécu, que je croyais connaître, s'est avéré être un étranger. Il a disparu, me laissant avec un loyer que je ne pouvais pas payer, avec une vie qui s'effondrait, sans même m'expliquer quoi que ce soit. Et maintenant, il se tient devant moi et me dit qu'il avait peur. C'était une erreur, dit-il. Je n'aurais pas dû faire ça. Je suis vraiment désolé. Je fais un pas en avant, il me regarde, attend. Je lève la main et je le gifle, fort. Il vacille, manque de tomber, se tient la joue. Il me regarde, abasourdi. Je ne dis rien. Je me retourne et je vais vers la voiture. Je l'entends m'appeler Lily. Je ne me retourne pas. Je m'assois dans la voiture, je démarre le moteur, je pars. Mes mains tremblent sur le volant. Mon cœur bat la chamade. Je roule dans les rues sans regarder où je vais. Je roule tout simplement. Je pense à Colton, à sa disparition, au mois que j'ai passé à l'attendre, à espérer qu'il revienne. Au moment où j'ai finalement compris qu'il ne reviendrait pas, à mon déménagement chez ma mère, au fait que j'ai commencé à tout payer moi-même, à essayer de me remettre sur pied, et pendant tout ce temps, il vivait avec Amber, avec leur enfant, il construisait une nouvelle famille, et il n'a même pas pensé à m'écrire, à m'appeler, à m'expliquer, à me dire au moins quelques mots. Je m'arrête au feu rouge. Je regarde le feu et je réalise soudain que tout le monde se fiche de moi. Colton a disparu sans explication. Ma mère m'a chassé sans explication. Vive m'ignore. Tout le monde décide à ma place, me cache des choses, me ment.
Tout le monde fait ce qu'il veut, sans me demander mon avis, sans m'expliquer. Et moi, je me tais, j'accepte, je continue à vivre. Non, ça suffit. Le feu passe au vert. Je fais demi-tour et pars dans une autre direction, vers la maison de ma mère. Tout de suite, je vais découvrir ce qui se passe, même si ma mère ne veut pas parler. Je vais découvrir pourquoi elle m'a chassé, pourquoi vivre se tait. Ce qu'il me cache, je roule vite, les mains crispées sur le volant. Dehors, la nuit tombe, les rues s'illuminent. J'arrive chez ma mère vers 20 h. Je me gare en face, je regarde la maison, les lumières sont allumées dans le salon et la cuisine. Mais la voiture de ma mère n'est pas là. Elle est toujours garée près du portail, mais là, il n'y a rien, quelqu'un est à l'intérieur. Je sors de la voiture, traverse la rue et me dirige vers la maison. Mon cœur bat la chamade. Je m'approche de la porte et regarde par la fenêtre du salon. Je vois une silhouette masculine, grande, grisonnante. Il est debout, dos à la fenêtre, et parle à quelqu'un que je ne vois pas. Je reste figée, un homme dans la maison de ma mère. Qui est-il? Je me tiens près de la vieille maison jaune et je regarde par la fenêtre du salon où, sous la douce lumière de la lampe, se déplace la silhouette d'un homme. Mon cœur bat si fort que j'ai peur que ce bruit ne s'échappe. J'hésite. Vaut-il mieux entrer ou contourner ce passé douloureux, faire demi-tour et partir? Mais la peur de pousser un soupir de soulagement sans savoir l'emporte. Ma main cherche d'elle-même la vieille clé dans ma poche, trouve le renfoncement familier. J'ouvre lentement la porte. La maison est si silencieuse que j'ai l'impression d'entendre mon cœur battre dans ma gorge. L'homme se tient près de la table, un vieux cadre photo dans les mains, regardant attentivement la photo. Son dos voûté me rappelle une image de mon enfance, quand il me donnait une glace à la fête foraine, quand il me tenait la main alors que j'avais peur d'entrer à l'école pour la première fois. Maintenant, tout cela semble lointain et un peu fictif. Il se retourne, nos regards se croisent et je m'arrête littéralement sous le choc. Il a les cheveux gris, des rides s'étirent en réseau sous ses yeux, son visage est maigre et vieilli, mais quelque chose de familier traverse ses traits. C'est le même homme que j'ai essayé d'oublier, ce père dont j'ai silencieusement rayé le nom de la colonne père du questionnaire, ce Ray qui un soir a simplement disparu de notre vie. Lily, dit-il si doucement que c'est presque un murmure. Je ne peux pas répondre, je le regarde simplement, quelque part entre la glace et la vague enflammée. Tout ce que je ressens, c'est un cri intérieur. Comment as-tu pu nous quitter? Comment as-tu pu revenir comme ça? Il fait un pas en avant et je retrouve enfin ma voix, saccadée, rauque. 10 ans, où étais-tu pendant ces 10 ans? Ray s'arrête, s'assoit sur le bord d'une chaise, regarde vers le bas, je reste debout. Je vais te raconter tout ce que tu veux savoir, dit-il. On peut s'asseoir. Tout mon corps me pousse à courir, à m'enfuir, à ne rien écouter, mais ma jambe trouve d'elle-même sa place sur le canapé, mes mains serrent convulsivement le coussin. Il s'assoit en face de moi, entre nous règne un silence que l'on pourrait couper au couteau. Je me suis embrouillée, dit-il enfin. Il y a 10 ans, quand tu étais au lycée, je perdais de l'argent au casino, au pari, à des jeux stupides en ligne. Je pensais toujours que j'allais bientôt gagner, devenir riche, sortir ma famille de là. Au contraire, je m'enfonçais encore plus. Son regard devient vague. J'ai dû contracter des emprunts, d'abord auprès des banques, puis auprès de personnes louches. Les dettes s'accumulaient. Chaque jour, je recevais des appels téléphoniques, des menaces, des promesses de venir à la maison. J'avais peur, je tremblais à l'idée qu'un jour il se présenterait vraiment. J'ai décidé, mieux vaut disparaître que de vous mettre tous en danger. J'ai dit à Cheryl que c'était la seule solution. Je le regarde à travers le voile léger de l'absurdité. Tu es simplement parti, c'est tout. J'ai changé de nom, dit-il d'une voix encore plus douce. J'ai déménagé dans l'Oregon. Je fais un travail physique difficile dans le bâtiment. Pas d'amis, pas de famille, pas de souvenirs, à part cette photo. Il montre le cadre. Vous êtes là avec Vive sur la balançoire. Je regardais cette photo tous les soirs. Tu me crois? Je ne réponds pas. Les souvenirs de cette époque me reviennent à l'esprit comme une vieille vidéo. Le regard tourmenté de ma mère, le manque d'argent pour manger, le silence de la nuit quand elle cachait ses larmes sous la couverture et que je faisais semblant de dormir. Pourquoi je demande. Tu n'as pas écrit au moins une fois, tu n'as pas appelé, tu n'as pas prévenu, après que les dettes aient disparu. Il soupire. J'ai longtemps craint que mon retour ne comporte des risques, et quand j'ai compris que tous ces gens avaient oublié ou étaient repartis loin, je ne savais pas comment revenir, comment te regarder dans les yeux. Ne pas savoir comment faire n'est pas une solution, dis-je, et ma voix se durcit. Tu as décidé pour moi, pour vivre, pour maman, tu as simplement disparu, et quand tu es revenu, tu as encore tout décidé tout seul. Le silence devient amer. Pendant 10 ans, j'ai pensé que tu étais mort ou que tu nous avais oubliés. J'ai grandi sans toi, il me demandait tout. Comment va ton père? Et je n'avais pas de réponse. Maman continuait à travailler comme une forcenée. Vive était seule avec elle-même, et moi j'ai simplement attendu, puis j'ai cessé d'attendre. Ray est assis, la tête baissée. J'ai regretté chaque jour, Lily, mais je n'ai pas trouvé la force d'écrire avant d'apprendre par un ami de la banque que toutes les anciennes dettes avaient été effacées. Je ne cherche pas à me justifier. J'ai simplement eu peur, je regarde autour de moi dans le vieux salon, tout semble un peu plus petit, plus terne, je n'aurais jamais pensé que le retour pourrait être aussi douloureux. Maman sait que tu es ici? Oui, elle est au travail, elle fait le service du soir jusqu'à 22 heures. Depuis combien de temps sait-elle que tu es revenu? Un mois, je suis allée la voir moi-même, je lui ai demandé de me parler. Elle m'a chassée parce qu'elle ne savait pas comment me parler de toi. Elle voulait te protéger, dit-il. Je pensais que si quelque chose tournait mal, tu ne serais pas impliqué. Mais j'avais tort. Je le regarde froidement. Prendre des décisions à ma place, ce n'est pas me protéger, c'est me contrôler.
Ray reste silencieux. Ces 10 dernières années, ma vie s'est articulée autour d'une seule perte. Aujourd'hui, cette perte est devenue chez moi et s'est avéré être un vieil homme, fatigué, qui regrette, mais ne sait pas comment revenir là où il était autrefois nécessaire. Combien de sentiments vivants ai-je brûlé en attendant, en grandissant seul? Que dois-je faire maintenant? Je comprends. Ce n'est pas lui qui doit me donner des réponses, mais ma mère. Elle a décidé de se taire. Elle a décidé de me chasser pour pouvoir réfléchir seule. Mais si pendant 10 ans j'ai géré seule ma douleur, maintenant je veux entendre sa vérité, non pas comme une enfant, mais comme une personne qui a le droit de connaître son passé. Où est maman en ce moment? Je demande. À la clinique dentaire de Maple Street, elle finit à 10 heures. Je regarde ma montre, il est 9h45. Elle ne m'attendra pas, je dis, et je sors de la maison. La rue est sombre, le vent me fouette le visage, je me dirige vers ma voiture, ma tête bourdonne, mon cœur est vide, je roule sans prêter attention aux feux tricolores, aux lumières, au silence qui m'apaise d'habitude. À présent, il ne fait que souligner à quel point tout est détruit. Je roule pour retrouver maman, pour en savoir plus non pas sur lui, mais sur moi-même. J'entre dans la clinique, tous mes pas résonnent dans le couloir, il n'y a personne à la réception, la lumière est allumée dans l'arrière-boutique. J'ouvre la porte, ma mère est debout devant la table, elle enlève ses gants, me reconnaît et se fige. Je reste dans l'embrasure de la porte. Mais je l'ai vu, dis-je, et ma voix me semble étrangère. J'ai vu papa. Ma mère me regarde sans rien dire. Pourquoi? Demandai-je. Pourquoi je ne savais pas? Elle s'assoit lentement sur une chaise près de la table, le silence entre nous est comme de l'air froid. J'avais peur, dit-elle. Je ne savais pas quoi dire. Quand il est revenu, j'avais l'impression que le temps s'était arrêté. Je le détestais, mais j'ai vu qu'il n'était plus le même. Il avait vieilli, il était voûté, chaque mouvement lui causait de la douleur. Je reste silencieuse. Les mots sont lourds comme des pierres. Je pensais que si tu la prenais, tout s'écroulerait. Je crois que tu es forte, mais je ne voulais pas t'ajouter de la douleur. Ce n'est pas une décision, maman, dis-je. J'avais le droit de savoir. J'avais le droit de décider moi-même si je voulais le voir ou non. Ma mère essuie une larme sous son œil, sa voix est douce. J'avais peur de faire un choix entre lui et toi. J'avais peur que s'il revenait, tu me détesterais pour lui avoir donné une chance. Et si je ne lui donnais pas cette chance, je le regretterais toute ma vie. Je regarde ses mains, ridées, sèches, noueuses à force de travailler et de s'inquiéter. As-tu pensé que lorsque tu dessines pour quelqu'un d'autre, tu ne le sauves pas, tu lui voles son choix? Elle hoche doucement la tête. Je n'ai jamais voulu te blesser, Lily. J'avais juste peur d'en arriver à un point où rien ne pourrait plus être réparé. Je me penche légèrement en avant, la regardant dans les yeux. Je peux décider moi-même de ce que je vais faire. Ça me fait mal, mais j'ai ce droit. Nous restons assises en silence, deux femmes qui ont lutté pendant des décennies contre un homme et son ombre. Je me lève et me dirige lentement vers la sortie. Tu l'aimes encore? Lui demandai-je, debout dans l'embrasure de la porte. Maman reste silencieuse, puis répond doucement. Je ne sais pas, j'ai simplement la chance de comprendre ce que je ressens. Et pour cela, j'ai besoin de toi, même si la vérité fait mal. Je sors dans la rue nocturne, le vent est froid, les bruits de la ville sont sourds, je respire profondément, je compte mes pas pour ne pas m'effondrer. Au coin de la rue, près de la clinique, je vois Vive. Elle se tient sous un réverbère, tournant nerveusement quelque chose dans sa main. Elle me voit et s'approche. Maman t'a prévenu, tu sais? Je sais, dis-je. On peut parler? Demande-t-elle. Je regarde ma sœur, dans ses yeux se lisent la peur et l'espoir. Je n'ai pas de réponse. Peut-être que demain je saurai ce que c'est que de ne jamais avoir eu le choix et que désormais tout ne dépend que de moi. Le chapitre se termine ainsi. La nuit, deux sœurs, un père étranger, des décisions étrangères, mais un jour inconnu qui peut encore tout changer. Vive et moi montons dans la voiture, je démarre le moteur, allume le chauffage, il fait froid dans l'habitacle, il fait noir dehors. Vive reste silencieuse, le regard fixe. Je ne sais pas non plus quoi dire. Je conduis, c'est tout. Les rues sont presque désertes, les lampadaires brillant d'une lumière jaune terne. Ici et là passe une voiture solitaire. Je serre le volant, j'essaie de ne pas penser à ce qui vient de se passer, à mon père, à ma mère, à tout ce qui s'est brisé en une nuit. Où ça? Demande Vive doucement. Il y a un café sur Broadway Street. Il est ouvert jusqu'à 2 heures du matin. Elle hoche la tête. Nous roulons en silence, seuls, le ronronnement du moteur et le bruit de la rue derrière les vitres nous accompagnent. Je regarde la route, mais une seule pensée me trotte dans la tête. Ma sœur savait, et elle n'a rien dit. À plusieurs reprises, je me surprends à serrer les mâchoires si fort que j'en ai mal aux tempes. Le café est petit, confortable, avec un éclairage tamisé et une odeur de café fraîchement moulu. Il est presque vide. Deux étudiants sont assis dans un coin avec leurs ordinateurs portables. Un vieil homme lit le journal près de la fenêtre. Nous nous asseyons à une table éloignée de tout le monde, dans un coin sombre près de la bibliothèque. Nous commandons du café. La serveuse, une jeune fille aux mèches roses vives, apporte 2 tasses, les pose sur la table et s'en va sans s'attarder. Nous restons assises en silence pendant quelques minutes, regardant simplement le café qui fume dans les tasses. Quand as-tu appris pour papa? Lui demandai-je enfin, sans la regarder. Vive soupir entoure la tasse de ses mains, comme pour y chercher de la chaleur. Il y a une semaine, peut-être un peu plus. J'attends, sans la presser, je sais qu'elle va me raconter, mais elle a juste besoin de temps pour rassembler ses pensées. Vive est toujours comme ça, elle a besoin de temps pour formuler ses mots. Maman m'a aussi chassée, dit-elle enfin d'une voix douce, presque un murmure.
Peu après toi, peut-être une semaine plus tard, elle a dit qu'elle avait besoin d'espace, qu'elle devait régler quelque chose toute seule. Je n'ai pas compris, mais je n'ai pas discuté. J'ai juste rassemblé mes affaires et je suis partie. Elle marque une pause, boit une gorgée de café, grimace, il est chaud. J'ai trouvé un travail dans un hôtel à la réception les nuits. J'ai loué une chambre avec une amie en périphérie, mais je venais de temps en temps chez ma mère pour récupérer les affaires qui restaient. Des vêtements, des livres, des petites choses. J'écoute en serrant ma tasse. Elle continue. Un jour, je suis venue sans prévenir, je voulais récupérer une enceinte dans ma chambre. Elle était vieille, mais fonctionnait bien et il n'y avait rien dans mon nouvel appartement. J'ai ouvert la porte avec ma clé, je suis entrée et j'ai entendu des voix. Une voix masculine et celle de ma mère. Elle a pensé que c'était un ami, un artisan, peut-être un voisin. Elle est entrée dans la cuisine et l'a vu. Elle s'arrête, me regarde. Au début, mais je ne l'ai pas reconnu. J'ai pensé que c'était un homme de maman, peut-être quelqu'un de son travail. Puis il s'est retourné et j'ai compris. C'était papa, vieilli, grisonnant, amaigri, mais c'était lui. Je serre la tasse encore plus fort, je sens la céramique brûlante me brûler les mains, mais je ne la lâche pas. Maman est sortie de la cuisine, m'a vue et a pris peur. Je l'ai vue sur son visage. Elle a dit: Vive, je voulais te le dire moi-même. Je ne savais pas quoi dire, je restais là, debout, à le regarder. Lui aussi restait silencieux. Puis ma maman m'a demandé de m'asseoir, m'a servi du thé et m'a tout raconté. Qu'il était revenu, qu'il voulait réparer ses erreurs, qu'elle ne savait pas quoi faire. Et tu as accepté de te taire? Ai-je demandé d'une voix froide, étrangère même à moi-même. Vive a baissé les yeux et a regardé son café. Maman m'a demandé, elle a dit que tu n'étais pas encore prête. Que si tu l'apprenais maintenant, tu ferais un scandale et qu'elle n'avait pas encore pris sa décision, qu'elle ne savait pas si elle voulait lui donner une chance ou non. J'ai hésité, Lily, j'ai vraiment hésité. Mais j'ai accepté, je ne savais pas quoi faire. Maman avait l'air si désemparée, si faible, et lui, il avait l'air vieux et fatigué. Je me tais, je la laisse continuer. Je ne ressentais ni colère ni joie, Lily. Je regardais simplement un homme étranger. Je me souviens à peine de lui. J'avais 13 ans quand il est parti. Je me souviens de bribes, comment il m'emmenait au parc pour faire de la balançoire, comment il m'achetait des glaces au kiosque près de l'école, comment il me lisait des contes avant de dormir. Mais tout cela est flou, indistinct, comme un rêve. Pour moi, il n'est pas mon père. C'est un inconnu du passé de ma mère. Je le comprends. J'étais enfant quand il a disparu. J'étais plus âgée, j'avais 17 ans. Je m'en souviens plus clairement. Je me souviens avoir attendu près de la fenêtre quand il était en retard au travail. Je me souviens avoir espéré qu'il était simplement parti, en voyage d'affaires, et qu'il reviendrait dans une semaine, dans un mois. Je me souviens avoir finalement cessé d'attendre. J'ai décidé de laisser un peu de temps à ma mère en pensant que les choses s'arrangeraient, d'y vivre doucement en levant les yeux vers moi. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Je regrette d'avoir gardé le silence, je hoche la tête, je ne lui en veux pas, je comprends. Mais ça fait quand même mal, moi ça fait mal parce qu'elle savait et moi non, parce qu'on ne m'a pas laissé le choix. Tu veux qu'il reste? Je demande en lâchant la tasse, en frottant mes mains, les traces rouges laissées par la céramique chaude. Vive hausse les épaules, sourit tristement. Je ne sais pas, si maman le veut, qu'elle essaie, mais je ne ressens rien pour lui, qu'il se débrouillant dans cette Santa Barbara sans moi. Je ne veux pas faire partie de ce drame, je souris à travers la douleur, c'est tout à fait vive, toujours à l'écart des conflits, toujours dans l'ombre, toujours observatrice et non participante. Et toi? Demande-t-elle en se penchant légèrement en avant. Que ressens-tu? Je reste silencieuse pendant un long moment, regardant mon café qui refroidit, sa surface sombre avec de légers reflets lumineux, puis de la douleur, de la colère, de la confusion. Je me souviens de lui, vive, je me souviens avoir attendu, avoir pensé qu'il reviendrait, avoir finalement cessé d'attendre et commencé à vivre ma vie. Et maintenant, il est là et je ne sais pas si je peux pardonner, pas même à lui, à ma mère, pour avoir décidé à ma place, pour avoir caché, pour m'avoir volé mon choix. Vive hoche la tête, elle comprend. Nous restons assises en silence pendant quelques minutes, buvons notre café, regardons dans le vide. Elle l'aimait vraiment, dit Vive doucement, rompant le silence. Elle a essayé de l'oublier pendant 10 ans, mais quand elle l'a revu, quelque chose en elle s'est adouci. Elle m'a dit: «Je ne sais pas si je peux lui faire confiance, mais je veux essayer. Je veux savoir s'il a vraiment changé». Je ne peux pas la juger pour cela, je ne peux pas juger non plus. Maman a le droit d'avoir ses propres sentiments, de faire ses propres choix, mais elle aurait dû me le dire, me donner le choix. Je ne la juge pas non plus, dis-je. Mais elle aurait dû me le dire, me donner le choix. Je ne suis pas une enfant, j'ai 27 ans. Vive hoche la tête, acquiesce. Nous finissons notre café, je paie pour nous deux, la serveuse apporte la monnaie, je laisse un pourboire. Nous sortons dans la rue, il fait froid, le vent nous fouette le visage. Vive a froid, elle s'emmitoufle dans sa veste. Je la raccompagne à son appartement. Il y a un petit immeuble en périphérie, de vieux murs en briques, de la peinture écaillée sur la porte. Elle sort de la voiture, se penche vers la fenêtre. Que vas-tu faire maintenant? Je ne sais pas, réponds-je honnêtement. Elle hoche la tête, elle comprend. Elle se dirige vers l'entrée, se retourne et me fait signe de la main. Je lui réponds, je la regarde disparaître dans l'entrée sombre, puis je rentre chez moi. Le lendemain, je passe la journée au travail, j'essaie de ne pas penser à la veille, mais les pensées reviennent quand même. Papa, maman, vive, tout s'est brisé et mélangé, et je ne sais pas comment remettre les choses en place, ni même si c'est possible. Le soir, alors que je m'apprête à me coucher, le téléphone sonne. Maman. J'hésite, je regarde l'écran où son nom s'affiche. Je décroche. Oui. Lily, dit ma mère d'une voix calme, tendue, fatiguée.
On peut parler tous ensemble, toi, moi, Viv et Ray, pour ne plus rien cacher, pour que tout soit honnête, je reste silencieuse. Une partie de moi veut refuser, dire non, raccrocher et oublier. Mais l'autre partie, celle qui veut des réponses, qui veut comprendre, dit oui. Quand je demande demain soir, chez moi, à 7 heures, s'il te plaît. D'accord, je raccroche. Je suis allongée dans le noir, je regarde le plafond où les ombres des lampadaires dessinent des formes étranges. Demain, nous nous retrouverons tous, nous parlerons, sans mensonge, sans dissimulation, honnêtement. Suis-je prête pour cela? Je ne sais pas. Le lendemain, je me rends chez ma mère à 7 heures du soir, je me gare près du portail, je sors de la voiture. Mon cœur bat si fort que j'ai l'impression que le monde entier l'entend. Je marche lentement vers la porte, chaque pas est difficile. Je sonne, ma mère ouvre presque immédiatement, elle a l'air fatiguée, avec des traces d'insomnie sous les yeux, les cheveux attachés en une queue de cheval négligée. Entre, dit-elle doucement en s'écartant. J'entre, Viv est déjà dans le salon, assis sur le canapé, les yeux fixés sur le sol, les mains serrées sur les genoux. Ray se tient près de la fenêtre, dos à la pièce, regardant la cour sombre. Il se retourne quand j'entre, nos regards se croisent, il hoche la tête, je ne réponds pas. Maman va dans la cuisine et dit asseyons-nous à table, ce sera plus confortable pour parler. Nous allons tous dans la cuisine. Nous nous asseyons à la vieille table en bois, maman d'un côté, Ray à côté d'elle, Viv et moi en face. Le silence est si dense qu'il semble avoir un poids, une couleur, grise, lourde, étouffante. Je suis la première à le rompre. Bon, parlons, sans mensonge, sans dissimulation, en toute honnêteté. Maman hoche la tête, respire profondément, serre les mains sur la table. Quand Ray est revenu il y a un mois, je l'ai d'abord chassé. Je lui ai dit que je ne voulais pas le voir, que 10 ans avaient passé, que je le détestais, qu'il n'avait pas le droit de revenir. Elle fait une pause, regarde ses mains, ridées, sèches, noueuses, à force de travailler, mais il a continué à venir, il m'écrivait, m'appelait, m'attendait devant la clinique après le travail, il disait qu'il avait changé, qu'il voulait réparer ses erreurs, qu'il regrettait chaque jour depuis 10 ans. Je ne le croyais pas, je pensais qu'il mentait, qu'il voulait quelque chose de moi, mais il n'a pas abandonné, et moi, j'ai commencé à le voir, avec prudence, sans lui faire confiance, mais en l'écoutant, maman me regarde, les larmes lui montent aux yeux. J'ai vu qu'il avait vraiment vieilli, qu'il regrettait, qu'il n'était plus celui qu'il était il y a 10 ans, et je ne savais pas quoi faire. J'avais peur de vous le dire, car je ne voulais pas que vous vous sentiez obligé de choisir à ma place. Je ne voulais pas que vous pensiez que je vous avais trahi en le choisissant. C'est pourquoi je vous ai chassés tous les deux, pour pouvoir y voir clair toute seule, sans vous. Je la regarde froidement, sans émotion. Ce n'était pas bien, nous ne sommes pas des enfants, j'ai 27 ans, Vive à 23 ans, nous avions le droit de savoir, nous avions le droit de décider nous-mêmes si nous voulions le voir ou non. Maman hoche la tête, les larmes coulent sur ses joues, je sais, j'ai fait une erreur. J'étais simplement perdue et je ne savais pas quoi faire. J'avais peur de vous perdre, peur de le perdre, peur de faire le mauvais choix. Ray prend la parole, sa voix est calme mais ferme, sans tremblement. Je ne demande pas pardon, je sais que je ne le mérite pas, mais je veux dire une chose. Je ne suis pas revenue parce que c'était facile ou pratique pour moi. Je suis revenue parce que j'ai vécu 10 ans avec une culpabilité qui me rongeait de l'intérieur. Chaque jour, je pensais à vous, à votre vie sans moi, à votre haine éventuelle. Je veux essayer de réparer quelque chose. Si vous ne voulez pas me voir, je l'accepterai, mais si vous me donnez une chance, je ferai tout pour prouver que j'ai changé. Je le regarde, je vois la sincérité dans ses yeux. Il n'est pas hypocrite, il est vraiment désolé. Mais est-ce suffisant? Tu nous as abandonnés, dis-je doucement, chaque mot est lourd. 10 ans, tu aurais pu écrire, appeler, expliquer. Mais tu as simplement disparu. Tu as laissé maman seule avec 2 filles, sans argent, sans soutien. J'avais peur, dit-il, la voix brisée. J'avais peur de vous mettre en danger, que les gens à qui je devais de l'argent viennent vous voir. Mais quand les dettes ont été remboursées, j'ai eu peur d'autre chose. Que vous me détestiez, que vous ne vouliez plus me voir, que je vous ai perdu pour toujours. Tu ne nous as pas laissé le choix, dis-je. Tout comme maman ne me laisse pas le choix maintenant. Silence. Maman pleure doucement, essuie ses larmes avec sa manche. Ray regarde la table, Viv se tient assis en silence, immobile. Je me lève, je vais à la fenêtre, je regarde la cour sombre où seule une lampe éclaire d'une lumière tamisée. Je ne sais pas si je peux pardonner, dis-je sans me retourner. Je ne sais pas si je veux que tu restes, mais je sais une chose, ce n'est pas ma décision, c'est la décision de maman. Et si elle veut te donner une chance, je ne peux pas et je ne vais pas m'y opposer. Mais je ne vais pas non plus te soutenir, pas maintenant. Je me retourne, je les regarde tous, maman qui pleure, Ray assis, la tête baissée, Vive qui me regarde. J'ai droit à mon temps, à ma douleur, à mon choix. Et pour l'instant, je choisis la distance par rapport à vous tous. Maman me regarde à travers ses larmes, la voix tremblante. Tu ne veux pas communiquer avec nous? Je veux, dis-je, mais à mes conditions. Quand je serai prête. Quand je pourrai à nouveau faire confiance, je me dirige vers la porte, Vive se lève. Lily, attends. Je m'arrête, elle s'approche, me serre fort dans ses bras et murmure merci pour ton honnêteté, pour avoir dit la vérité. Je la serre dans mes bras en retour, je la sens trembler. Puis je la lâche, je sors de la maison sans me retourner, je monte dans la voiture, je rentre chez moi, il y a le silence dans ma tête. Pas le vide, le silence. Un silence calme, pur, j'ai fait un choix, mon choix, et maintenant je vis avec. À la maison, je m'allonge sur le lit, je regarde le plafond où les ombres dessinent des formes familières. Je me demande, et maintenant, comment continuer à vivre?
Est-ce que je reviendrai vers eux un jour? Serais-je capable de pardonner? Je ne sais pas, mais je sais une chose, je suis libre. Pour la première fois depuis des mois, je suis libre de choisir moi-même. Le premier mois après notre rencontre se passe dans un silence étrange. Je vis dans mon studio, je travaille, je rentre chez moi, je prépare le dîner, je regarde la télévision. Tout est comme d'habitude, mais différent. J'appelle ma mère une fois par semaine, brièvement, prudemment. Comment ça va? Bien, et toi? Bien aussi. Rien de personnel, rien de profond, juste deux femmes qui essaient de trouver un terrain d'entente après que tout s'est effondré. Je vois Vive plus souvent. Une fois par semaine, nous allons prendre un café dans le même café de nuit sur Broadway Street. Nous parlons de travail. Elle me raconte les clients étranges de l'hôtel, je lui parle des clients difficiles de la banque. Nous ne parlons pas de Ray, mais un jour Vive me dit il a trouvé un travail dans un entrepôt, c'est un travail physique difficile, mais il est bien payé. J'acquiesce sans faire de commentaires. Vive poursuit il a loué un petit appartement en périphérie, il vit seul, il rend visite à sa mère 2 fois par semaine, il discute, peut-être se promène dans le parc. Sa mère dit que la confiance revient petit à petit, mais c'est lent. Je comprends, dis-je, et je comprends vraiment. La confiance ne revient pas en un mois, il faut du temps. Le deuxième mois commence par un appel inattendu de ma mère. Elle m'appelle le soir alors que je m'apprête à me coucher. Lily, pouvons-nous nous voir? Juste nous deux, sans Ray, sans Vive, juste pour discuter. J'hésite. Une partie de moi veut refuser, mais l'autre, celle qui veut comprendre, dit oui. D'accord. Quand? Demain soir, il y a un restaurant tranquille sur Elm Street, à 7 heures. Je viendrai. Le lendemain soir, je me rends au restaurant. C'est un petit établissement italien avec une lumière chaleureuse et une odeur d'ail et de basilic. Ma mère est déjà assise à une table près de la fenêtre, regardant la rue. Elle m'aperçoit et me sourit prudemment. Je m'assois en face d'elle. Merci d'être venue, dit-elle doucement. De rien. Nous commandons à manger. Des pâtes pour elle, une salade pour moi. Nous restons silencieuses pendant les premières minutes. Puis maman prend la parole. Je veux que tu saches que Ray a changé. Il a vraiment changé. Il ne joue pas, il ne prend pas de crédit. Il travaille honnêtement, il vient quand il le promet, il appelle s'il est en retard, il est différent de ce qu'il était il y a 10 ans. J'écoute, je mange ma salade, ma mère continue. Je ne sais pas si je pourrais un jour lui faire entièrement confiance, mais je veux essayer. Pas pour lui, pour moi, pour ne pas vivre avec la question et si. Je pose ma fourchette, je la regarde. Si tu veux lui donner une chance, vas-y. C'est ton choix, maman, ta vie, mais n'oublie pas. Ton choix, c'est ta responsabilité. S'il disparaît à nouveau, ne compte pas sur moi pour te rattraper. Maman hoche la tête, les yeux remplis de larmes. Je comprends, merci de m'avoir dit ça honnêtement, je ne veux pas que tu te sentes sous pression. Je veux juste que tu saches que j'essaie. Nous finissons notre café, puis nous nous séparons. Nous nous embrassons pour nous dire au revoir, brièvement, prudemment. Ce n'est pas une guérison, mais c'est un pas en avant. Une semaine plus tard, samedi soir, le téléphone sonne. C'est Vive, sa voix est paniquée. Lily, viens chez maman, vite. Il y a des gens ici, ils menacent. Mon cœur se serre, je prends mes clés, je cours vers ma voiture, je pars, je roule à toute vitesse sans faire attention au feu. J'arrive chez ma mère en 15 minutes. Deux hommes d'environ 35 ans se tiennent devant la porte. L'un est grand et a les cheveux courts, l'autre trapu avec un tatouage dans le cou. Ils ont tous les deux l'air agressifs. Ah! Ayette sur le porche, ma mère derrière lui, pâle, Vive est à côté, le téléphone à la main, je sors de la voiture et me dirige rapidement vers eux. Que se passe-t-il? Le grand homme se retourne et me regarde avec mépris. Vous êtes de la famille de Reynold Cresswell, je suis sa fille. Que voulez-vous? Notre père, Lenny Morgan, est décédé il y a 2 ans. Ce salaud, dit-il en pointant Ray du doigt, lui doit 15 000 $. Nous sommes venus récupérer cette dette. Avec les intérêts sur 10 ans, cela fait 25 000 $. Je sens un froid m'envahir. 25 000 $. Ray dit doucement, la voix tremblante. Lenny est mort, je ne savais pas. Je pensais que toutes les dettes avaient été remboursées. L'homme trapu répond froidement. Maintenant, c'est notre dette. Nous voulons récupérer notre argent. Vous avez 2 semaines. Sinon, nous reviendrons et ça ne se passera pas bien. Maman sanglote doucement, elle s'accroche à Ray. Je serre les poings, j'essaie de rester calme. Donnez-nous un mois, nous rassemblerons l'argent. Le grand homme ricane. 2 semaines, pas un jour de plus. Sinon, nous commencerons par la maison, puis la voiture, puis... Il ne termine pas sa phrase, mais la menace est claire. Ils font demi-tour, se dirigent vers leur voiture, un vieux pick-up noir. Ils partent dans un vrombissement de moteur, nous restons tous sur le porche, immobiles. Entrez à l'intérieur, dit maman doucement. Nous entrons. Nous nous asseyons dans la cuisine. Maman prépare du thé, mais ses mains tremblent tellement que je lui prends la théière. Je sers tout le monde. Nous nous asseyons à table. Ray se tient la tête, regarde la table. Je pensais que toutes les dettes avaient été remboursées, dit-il d'une voix rauque. Je ne savais pas que Lenny était mort, que la dette avait été transférée à ses fils. J'ai vérifié auprès de mes connaissances. On m'a dit que tous les anciens créanciers étaient maintenant morts ou avaient oublié. Mais ceux-là, il ne termine pas sa phrase. Je lui demande froidement. 25 000 en 2 semaines. Où vas-tu les trouver? Ray lève les yeux et me regarde. Je vendrai ma voiture, je prendrai une avance sur mon salaire, j'emprunterai où je pourrai, mais je ne vous impliquerai pas dans cette affaire. C'est ma dette, mon problème. Maman pose sa main sur son épaule. Je vais t'aider, je vais prendre un crédit à la banque. Ray se retourne brusquement vers elle.
Non, Cheryl, non, je ne te laisserai pas payer pour mes erreurs, jamais. Je le regarde et je vois quelque chose que je n'avais pas vu auparavant. Il ne fuit vraiment pas. Il ne cherche pas la facilité. Il assume ses responsabilités. Il dit doucement, j'ai des économies, 5000 dollars. Je peux te les prêter, mais tu me les rendras, jusqu'au dernier centime. Ray me regarde stupéfait. Lily, je ne peux pas. Tu peux, mais c'est une dette, pas un cadeau. Une dette. Il hoche lentement la tête. Je te rembourserai, je te le promets. Vive dit aussi, j'ai 2000 dollars sur mon compte. Je te les prête aussi, aux mêmes conditions. Au total, 7000 dollars. Ray nous regarde tous les deux, les larmes aux yeux. Merci, je ne mérite pas. Tu ne le mérites pas, l'interroge, mais nous ne faisons pas cela pour toi, pour ta mère, pour qu'elle n'ait pas à contracter un crédit. Ray hoche la tête, s'essuie les yeux avec sa manche. Je trouverai les 18 000 restants moi-même. D'une manière ou d'une autre, en 2 semaines, une semaine passe. J'appellerai tous les jours pour lui demander combien il a réuni. Il me dit, j'ai vendu ma voiture pour 8 000, j'ai pris une avance de 3 000 à mon travail, j'ai emprunté 2 000 à des collègues. Au total, 13 000. Avec mes 5 000 et les 2 000 de vivre, ça fait 20 000. Il manque encore 5 000. Il est désespéré, il cherche un travail supplémentaire, il essaie de vendre tout ce qu'il possède. Samedi matin, je suis assis dans la cuisine, je bois un café, je regarde la télévision, les informations. Soudain, je vois un visage familier à l'écran, un homme grand avec un tatouage. Le journaliste dit, 2 hommes ont été arrêtés hier soir pour racket, chantage et vol. Les frères David et Marcus Morgan ont extorqué de l'argent à plusieurs familles, les menaçant de violence. La police les a arrêtés après que plusieurs victimes se sont plaintes. Ils risquent jusqu'à 10 ans de prison. Je n'arrive pas à y croire. Je prends mon téléphone et j'appelle ma mère. Maman, allume la télévision. Tout de suite, c'est urgent. Quoi, Lily, que s'est-il passé? Allume-la, c'est tout. Je l'entends appeler Ray. 1 minute plus tard, elle reprend le combiné. Mon Dieu, c'est eux? Oui, ils ont été arrêtés. Je pars chez ma mère. Tout le monde est assis devant la télévision et regarde la rediffusion des informations. Le journaliste dit, les frères Morgan ont essayé de reprendre les affaires illégales de leur père, mais ils n'ont pas réussi. Ils ont menacé plusieurs familles, exigé de l'argent, frappé des gens. La police a réuni suffisamment de preuves pour les arrêter. Ray est assis sur le canapé, se tenant la tête. Il dit doucement, la dette a disparu, comme s'il n'avait jamais existé. Maman pleure, mais c'est un soulagement. Vive la prend dans ses bras, je reste à l'écart et les regarde. Je ressens un étrange mélange de soulagement et de confusion. Tout est fini, mais c'est tellement inattendu. Relève les yeux vers moi. Lily, je vais vous rendre votre argent, à vous et à Vive, tout de suite. Sur les 20 000 dollars que j'ai récoltés, nous n'avons rien eu le temps de dépenser. Il se dirige vers la chambre et revient avec une enveloppe. Il sort l'argent, en compte 5 000 et me les tend, puis 2 000 à Vive. Tenez, votre argent, je ne veux pas avoir de dette envers vous. Je prends l'argent, je le regarde. Merci, merci de ne pas avoir fui. Ray sourit tristement. Je ne fuis plus, Lily, plus jamais. J'acquiesce. Pour la première fois depuis tout ce temps, je le crois. Pas complètement, mais je le crois. 3 mois passent. La vie reprend son cours. Maman et Ray se fréquentent officiellement. Ils vont au cinéma, se promènent, dînent ensemble. Lentement, prudemment, ils rétablissent bien la confiance. Vive reste à l'écart, mais vient de temps en temps au dîner de famille. Non pas pour Ray, mais pour maman. Je vois Ray une fois par mois, nous allons au parc, nous nous asseyons sur un banc près de la rivière et nous discutons. Il me parle de son travail, de sa vie, je lui parle de la mienne. Nous apprenons progressivement à nous connaître à nouveau, non pas comme père et fille, mais comme deux personnes qui essaient de se comprendre. Un jour, alors que nous sommes assis dans le parc, Ray me dit, merci, merci de m'avoir donné une chance. Je le regarde. Merci à toi, merci d'être resté cette fois-ci. Il sourit. Je ne m'enfuirai pas, plus jamais. Je souris prudemment. On verra bien, mais je suis prête à y croire. Aujourd'hui, c'est samedi, maman a invité tout le monde à dîner. Je me rends chez elle à 7 heures du soir. Je me gare devant le portail et entre dans la maison. La cuisine sent le poulet rôti et les pommes de terre au four. Maman est devant la cuisinière, Ray met la table, Vive est déjà assis et consulte son téléphone. Bonjour, dis-je. Ils se retournent tous et me sourient. Bonjour Lily, dit maman, assieds-toi, tout sera prêt dans un instant. Je m'assois à table, Ray met les assiettes, Vive verse de l'eau dans les verres. Maman apporte le poulet et le pose sur la table. Nous nous asseyons tous. Maman dit, prions. Nous nous donnons la main, je tiens la main de maman d'un côté, Vive de l'autre. Maman dit doucement, merci pour ce repas, pour cette famille, pour le fait que nous soyons ensemble. Nous lâchons nos mains, nous commençons à manger.